Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette introduction au logiciel PixInsight. Alors les participants à la CAIC 2022 se rappelleront que lorsque j'ai présenté les deux conférences concernant l'introduction au logiciel PixInsight, dimanche matin, à 9 h et à 11 h, je vous avais informé que j'allais reprendre les présentations chez moi à tête reposée, puis que j'allais enregistrer vidéo et audio. Alors voilà, c'est fait. Alors les vidéos que vous allez voir représentent exactement ce qui vous a été présenté, et même un petit peu plus avec des suppléments. Alors donc la première conférence, D11, va porter sur la notion de pré-traitement des images, et puis la vidéo suivante, elle va vous présenter les informations relativement au traitement de l'image. Alors de toute façon, je vous en parle dans les prochaines minutes. Alors donc l'objectif de cette série de vidéos est tout simplement de vous montrer comment on peut, à partir d'images fit comme celle-là, une image de la galaxie d'Andromède M31, prise avec une caméra couleur CMOS refroidie et avec une petite lunette de 250 mm de longueur focale. Alors donc des photos à partir de photos comme celle-ci de 3 minutes, 180 secondes, et avec des images de calibration. Alors l'idée est de voir comment on va procéder pour obtenir éventuellement, après plusieurs opérations, une image que je qualifie de présentable, une image finale. Alors, pour ceci, résumons donc la lunette ici de 250 mm, la lunette rouge, la caméra ZWO, avec des photosites ici de 4,63 microns, un échantillonnage d'environ 3,8 arcs secondes par pixel, donc un champ de vision de 4,5 degrés par 3,5 degrés. Alors évidemment, le logiciel dont je vais vous parler, c'est PixInsight. C'est pas le seul logiciel, mais je vais vous expliquer tantôt pourquoi je considère que c'est un excellent outil pour faire tout le traitement et le pré-traitement des images d'astronomie. Alors, le point tournant dans ma carrière d'astrophotographe est arrivé à la CAIC 2012, il y a 10 ans, lorsque Martin Magnan, que vous connaissez probablement, nous a présenté le logiciel PixInsight. Alors j'en avais entendu parler presque pas. Alors la vraie présentation, c'est celle de Martin. Alors c'est à ce moment-là que Martin nous a fait la révélation, nous a expliqué comment on pouvait, à partir d'un nombre limité d'opérations, on pouvait obtenir des images vraiment de qualité. Alors j'ai fait le test. J'avais en 2011 fait un voyage au Chili avec des collègues de la SAPEM. On était dans le désert d'Atacama. Alors j'avais fait l'acquisition d'images couleurs de la galaxie NGC 253, la galaxie du sculpteur, que j'avais pré-traité avec le logiciel CCD Stack et que j'avais ensuite traité avec le logiciel Photoshop, dans lequel on avait ajouté des plugins, des actions de Carbony pour adapter Photoshop au traitement d'images d'images astronomiques. Alors j'ai bien écouté la présentation de Martin, j'ai pris des notes, et après quelques heures de travail, j'ai réussi à obtenir ceci. Beaucoup plus de couleurs, donc une structure mieux développée. Alors je me suis dit que PixInsight devait probablement être un outil très intéressant. Alors c'est depuis ce temps-là que je travaille avec ce logiciel-là. Dans ce cas-ci, j'ai fait le pré-traitement avec CCD Stack quand même. J'ai traité avec PixInsight, mais depuis, le logiciel PixInsight s'est considérablement développé et maintenant le pré-traitement fait aussi partie des outils de base. Alors donc, en 2 mots, pourquoi PixInsight? Alors tout simplement que c'est un logiciel de traitement qui est extrêmement puissant. C'est un logiciel qui contient des algorithmes mathématiques innovants et optimisés, donc qui sont mis à jour régulièrement avec des outils mathématiques très performants. C'est un environnement graphique qui est relativement facile à utiliser,
donc assez semblable aux environnements traditionnels en Windows ou en Mac. Mais le plus important, c'est que c'est une plateforme de traitement d'images réalisée, conçue, développée par des astrophotographes pour des astrophotographes. Donc ça, c'est l'élément très important. Alors, une des opérations fondamentales, quand on parle de traitement d'image ou de pré-traitement, là, on peut interchanger les deux termes, c'est la notion de calibration. Il faut se rappeler que quand on fait l'acquisition d'une image, de 2, 3, 5 minutes, par exemple, du ciel profond, on a évidemment l'information pertinente, c'est-à-dire les galaxies, les étoiles, le fond de ciel, mais on a aussi des informations non pertinentes là, dont il faut se débarrasser, qu'il faut enlever. Entre autres, vous avez un signal thermique. Alors, par exemple, ça serait l'image originale qu'on aurait captée avec du ciel profond. Et cette image-là contient donc, comme on l'a dit, des informations pertinentes, mais aussi, par exemple, on a la signature électronique du capteur, donc il faut se débarrasser. On a du bruit aussi qui provient de l'agitation thermique là, des électrons, là, parce que tout ceci relève de la mécanique quantique. Alors, ces informations-là, non pertinentes, là, signature électronique et puis agitation thermique sont dans ce qu'on appelle le dark. Donc une image qui va avoir la même durée et la même température que le light, l'image originale, ok, mais qui va être faite en plaçant le couvercle sur l'orifice, l'objectif de la lunette ou du télescope. On peut avoir aussi, comme on le voit ici, un problème de luminosité, c'est-à-dire que une luminosité uniforme va être modifiée par l'optique. On peut retrouver aussi des beignes qui proviennent de l'image de poussière qui sont sur l'objectif ou sur le capteur. Alors ces éléments-là sont nuisibles aussi, il faut les enlever. La non-uniformité de la luminosité, par exemple, un centre plus brillant et des côtés plus sombres, ce qu'on appelle normalement du vignettage, on peut aussi se débarrasser de ce problème-là en faisant ce qu'on appelle un flat, c'est-à-dire en recueillant une image d'une source lumineuse uniforme, un PLU, une plage de lumière uniforme, qui va ensuite être capté par le système optique et qui va reproduire ces problèmes dont on vient de parler, le vignettage, les beignes dues aux poussières. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un flat. Alors ce flat-là, on va aussi le calibrer, on va aussi faire un dark de même durée, même température que le flat. Et tous ces éléments-là, donc le dark, le dark flat, vont être utilisés pour obtenir éventuellement une image propre. C'est ce qu'on appelle la calibration. Et ce qui est présenté ici, d'une façon plus graphique. Alors rapidement, là, on a des darks qu'on va combiner. On va voir comment tantôt, pour obtenir un master dark. Et cette image-là va être soustraite de chacune des images du ciel profond qu'on appelle ici un light. Ensuite, on va produire des flats, une quinzaine, une vingtaine, une trentaine, tout dépend. Des flats qui vont durer quelques secondes, idéalement. Évidemment, il faut éviter que l'intensité de la lumière dans le flat soit saturée. Donc, on essaie d'avoir un histogramme qui est à peu près, avec un pic à peu près à la moitié de l'histogramme. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi produire des dark flats de même durée, même température que les flats. On va les combiner pour obtenir un master dark flat qu'on va soustraire de chacun des flats. Donc, on va calibrer les flats. Et ces flats-là calibrés vont être combinés pour obtenir un master flat. Et on va ensuite diviser le light, duquel on a soustrait le master dark. On va diviser par le flat cette image-là et on obtient l'image calibrée. Évidemment, après, il y a d'autres opérations. Par exemple, d'autres opérations qui vont être associées au rejet de pixels chauds, par exemple, avec la correction cosmétique. On va reconstruire l'image couleur aussi, c'est-à-dire qu'il faut associer à chaque pixel la bonne couleur, associée qui dépend de la matrice de Bayer. Dans notre cas, nous, c'est une matrice RGGB,
pour 4 pixels, on a un pixel rouge, un pixel bleu et 2 pixels verts. C'est ce qu'on appelle le debayer. On va ensuite évaluer la qualité des images. Alors une image par exemple où le fond de ciel est parfait, pas de nuages, rien, pas de lune, pas de pollution lumineuse ou presque pas. On va considérer ça comme la référence. Mais si par exemple on a des nuages de haute altitude qui passent ou si la lune se lève pendant l'acquisition qui peut durer plusieurs heures, donc ces images-là vont avoir une qualité moindre, donc on va devoir leur donner un poids moins important dans la combinaison. Après on aligne les étoiles, d'accord, et finalement on empile le tout pour donner l'image finale, l'image intégrée. Alors ces différentes étapes-là, on peut les faire une par une, de façon manuelle, mais aussi depuis quelque temps, on a un outil qu'on appelle le WBPP, le Weighted Batch Preprocessing. On est maintenant à la version 2.4.3. Lors de la KX, c'était 2.4.1, mais maintenant qu'on est rendu à la version 1.8.9.1 de PixInsight, le script est maintenant rendu à la version 2.4.3. C'est ce que je vais vous présenter dans les prochaines minutes. Alors donc, ce qu'il faut dire aussi, c'est que ce script-là contient toutes les étapes qui sont présentées ici. Et le résultat qu'on obtient d'une façon plus machine à saucisse, si on veut, là, est aussi valable et d'une qualité comparable à celle qu'on obtiendrait par la méthode linéaire. Ensuite, le traitement. Alors, on a une image finale qui est linéaire, à savoir que les pixels ont une intensité, chacun, dont la grandeur dépend du nombre de photons qui ont frappé le pixel. Par exemple, si j'ai un pixel d'intensité 100 et un pixel d'intensité 200, le pixel qui a une intensité de 200 a reçu, grosso modo, deux fois plus de photons que le pixel qui a une intensité de 100. Alors ensuite, il y a des étapes qu'il faut faire. Bon, par exemple, se débarrasser des bords qui sont peut-être non intéressants, là, plus noirs, où le data est vraiment dégradé à cause du dithering puis du réalignement des images. On va se débarrasser aussi des gradients de pollution lumineuse. On va s'assurer que le fond de ciel est neutre. Et on va s'assurer aussi que tous les éléments de notre image, c'est-à-dire les étoiles et les galaxies, les nébuleuses, ont une couleur qui est raisonnable. Alors tout ce qui est en jaune ici, ce sont des outils, des algorithmes que PixInsight contient et qui vont nous permettre de faire ces opérations-là. Aussi éventuellement une réduction de bruit. Ensuite, si on veut vraiment bien voir notre image, faire ressortir ce qu'on appelle la substantifique moelle, on va stretcher notre image, on va passer d'une image linéaire à une image non linéaire. Alors il y a des outils pour stretcher l'image, je vais vous expliquer ce que ça veut dire. On va réduire le bruit, on a des outils pour ça. On va améliorer le détail, par exemple d'une galaxie, des bras sombres, etc., etc., avec des outils aussi, ce qu'on appelle le sharpening, ou encore on va aussi améliorer la saturation des couleurs, s'assurer que les régions externes, par exemple, d'une galaxie sont vraiment, ont une couleur qui paraît vraiment bleue, le centre plutôt jaunâtre, doré, les étoiles plus vieilles, etc., etc. Alors le fait que PixInsight possède tous les outils pour faire le pré-traitement, dont la calibration et le traitement, fait en sorte que je considère que c'est un outil très 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 intéressant pour tout astronome amateur qui veut obtenir de ces images-là le maximum. Okay? Si vous prenez le temps d'accumuler 2, 3, 4, 5 heures de data, je pense que ça vaut la peine d'aller chercher toute l'information, puis de mettre à profit tous les éléments de votre image, la mettre en valeur. Voilà, alors pour terminer, quelques liens ici, si vous voulez avoir des informations sur PixInsight ou encore sur la version d'essai, 45 jours, où il faut préciser que si vous utilisez la version d'essai, vous devez absolument avoir un lien Internet. D'accord? Sinon, vous ne pourrez pas faire fonctionner la version d'essai. Et pour ce qui est de la version commerciale, à ce moment-là, normalement, à date, moi je l'ai acheté en 2012 et j'ai payé une fois
Je l'ai acheté une fois, je n'ai pas eu à débourser un seul sou depuis et j'ai eu toutes les mises à jour là, pertinentes. Alors voilà, donc on est prêt maintenant à aller voir à quoi ressemble le logiciel PixInsight. Alors je vais sortir du PowerPoint ici, on va réduire ceci et on va ouvrir le logiciel PixInsight. Alors ça prend d'habitude quelques secondes, tout dépend de la rapidité et de la qualité de votre ordinateur. Si jamais vous entendez un drôle de bruit de fond, c'est que mon ordinateur a tendance à chauffer un peu, puis là je fais l'enregistrement par une belle journée où il fait 31. Alors on clique sur OK ici, et là vous avez une fenêtre qui s'est ouverte là, et qui correspond à ce qu'on appelle ici le Process Console. Alors à chaque fois qu'on va faire une opération sur une image, le Process Console va s'ouvrir et puis vous allez voir la trace qu'on peut sauver éventuellement aussi. Alors donc, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, on a une surface de travail en PixInsight, d'accord. On a ensuite évidemment des menus qui correspondent à différentes étapes, là, différents outils. Bon, rapidement, là, je ne les passerai pas tous en détail, on va les utiliser au fur et à mesure qu'on en a besoin. Alors, File ici, évidemment, vous pouvez ouvrir une image. On peut la sauver éventuellement. Bon, là, il n'y a rien d'ouvert, mais éventuellement, ces éléments-là ici vont s'activer. On va pouvoir les utiliser. On parlera de projet à la fin. Ça, c'est très intéressant parce qu'on peut sauver toute la démarche qu'on a faite pendant plusieurs heures et puis y revenir plus tard quand on a le temps. Évidemment, on quitte PixInsight ici si on veut. Après ça, il y a une notion d'édition ici, différentes choses. Juste un moment ici, dans les référence globale, une chose dont je veux vous parler, c'est ceci, l'avant-dernier, Miscellaneous Process Settings. Alors une chose qu'il faut dire, c'est que par défaut, le nombre maximum de lignes dans la console est fixé peut-être à 1000 ou quelque chose comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous faites un traitement quand même assez long, ben, à chaque fois que vous avez des opérations, il y a des lignes qui s'ajoutent dans la console, mais quand la console va arriver à la limite, mettons que le maximum c'est 1000, alors quand la console va arriver à la ligne 1001, ben, éventuellement, on va remonter en haut, puis on va commencer à effacer les premières lignes. Alors, je ne veux pas ça, si je veux avoir une trace complète de tout ce que j'ai fait. Alors, augmentez le nombre ici, mettons 50 000, 100 000 par exemple. D'accord? Sinon, vous touchez à rien d'autre. Et là, si vous voulez activer la modification, la rendre permanente, vous devez le faire en allant ici avec votre souris en bas à gauche. Vous avez deux petits éléments bleus. Vous avez un triangle bleu, puis vous avez aussi un cercle bleu. Alors vous appliquez sur Apply Global et c'est réglé. Et ensuite, si on veut fermer cette fenêtre-là, vous allez en haut à droite, vous avez un petit élément ici. Si je fais Shade, ça va le rétrécir, sinon je peux le grossir à nouveau, mais si je veux m'en débarrasser, je clique sur le X ici, où on devrait voir apparaître Close. Ça va? Ensuite, il y a d'autres éléments ici pour View Image, mais moi ce qui m'intéresse le plus, là, on parlera des masques aussi, c'est Process. Ben, Process, là, c'est la liste de tous les algorithmes qui vont pouvoir s'appliquer sur l'image. Ce qui m'intéresse, moi, c'est le plus simple. Là, vous cliquez sur All Processes, ils vont rester actifs. Ils sont tous présentés par ordre alphabétique. Okay, par exemple, Dynamic Crop ici, vous avez New Image, vous avez Local, Histogram, Equalization, vous avez TGV, Denoise, etc. OK. Alors, si je veux m'en débarrasser, je déplace ma souris, je clique. Vous allez avoir aussi une autre série d'algorithmes qu'on appelle des scripts, qui sont pas nécessaires, en fait, qui sont souvent développés par des personnes autres que l'équipe officielle de développement et qui vont être utiles aussi. On verra tantôt où est-ce qu'ils sont. Bon, dans chaque série ici, vous avez, par exemple, dans Batch Processing, ça c'est intéressant parce qu'on va retrouver ici le Weighted Batch Pre-Processing, notre fameux script. D'accord? J'en ai d'autres aussi pour l'analyse de l'image, j'en ai aussi pour la réduction de bruit, et j'en ai toute une série ici là, sur les utilities. Il y en a quelques-uns dont on va avoir besoin éventuellement aussi. Ça va? Alors, ça, on peut fermer ça aussi.
Bon, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir une image. Alors ici, j'ai File. Je vais aller Open. OK, je clique Open. Puis là, bon, là, je ne sais pas où est-ce qu'on va se retrouver, mais moi, je vais aller du côté de mon disque ici. Formation. Archaïque. Archaïque 2020. 2. Pays débutant. Puis là, j'ai plein de choses. Donc, j'ai des datas ici de M31. Par exemple. J'ai une version complète avec tous les éléments, mais une version réduite ici. Puis là, j'ai des dark flat, des dark, du data et des flat. Alors, je vais ouvrir le répertoire data, puis je vais sélectionner une image. OK, M31 08 14 2020, donc ça a été fait au mois d'août, avec un bin 1, température de moins 14.8. C'est un light, 180 secondes. On a-tu autre chose? Puis j'ai un numéro ici qui les identifie. C'est un fichier de 22.8 MB. C'est un fichier FIT. Alors, je vais l'ouvrir. Et le voilà. Alors là, je vais regarder ça, puis vous dites, bon, est-ce que tu nous joues un tour, là, Paul? Non. Il y a de l'information ici. Alors, il y a plusieurs façons de vérifier qu'il y a de l'information. Tout d'abord, je peux venir placer ma souris sur l'image. La flèche se transforme en croix. Puis si j'enfonce le bouton de gauche, j'ai 3 chiffres qui apparaissent. X, Y, ce sont les coordonnées des pixels dans l'image. Alors, complètement en haut à gauche, je vais être proche de 0, 0. Et complètement en bas à droite, je vais être proche de 4144 en largeur et 2822 en hauteur. D'accord? Mais ensuite, j'ai un autre chiffre K qui représente l'intensité. Bon, c'est une image 16 bits. D'accord? En fait, c'est 14 bits, mais qui ont été convertis en 16 bits lorsqu'elle a été sauvée par mon logiciel d'acquisition de SkyX Pro. Alors, normalement, l'intensité devrait varier entre 1 ou 0 et 2 à la 16, donc 65 000 et des poussières. Puis là, je me promène, puis tout ce que j'ai, c'est 0.03 quelque chose. Est-ce que ça veut dire que mon image est vide? Non. Pour la simple raison que ici, PixInsight a l'habitude de présenter l'intensité non pas en 2 à la n, donc 2 à la 14, 2 à la 12, 2 à la 16, mais d'une façon normalisée entre 0 et 1. 0 c'est noir, 1 c'est blanc, saturé. D'accord? Donc il y a de l'information ici, parce que 0.03 c'est à peu près 1/30 du maximum. On n'est pas à 0 là. Vous êtes d'accord avec ça? Parfait. Une autre façon de voir, c'est d'aller chercher ce qu'on appelle l'histogramme. Alors, ce qui m'intéresse, moi, c'est ce qui s'appelle histogramme, donc H, Histogram Transformation. Je suis ici. Alors là, ça c'est... Alors, ce qui va m'intéresser, c'est la fenêtre du bas ici, où j'ai évidemment des graduations de noir, complètement à gauche, et complètement blanc à droite. D'accord? Là, je vais sélectionner l'image. Puis vous voyez que j'ai de l'information qui est compressée et tassée passablement loin du côté gauche, du côté sombre. D'accord? Donc, mon histogramme ici m'indique qu'il y a de l'information. Alors, je vais tout simplement réduire mon histogramme, mon icône ici, puis je vais le placer en bas. Et là, je vais vous montrer une façon de visualiser le contenu de notre image sans en modifier le contenu. Alors, je vais aller encore dans les process, et là, je vais aller du côté de Screen Transfer Function, S, ici. Alors, j'ouvre cet objet-là. Bon. Alors, il y a beaucoup de boutons là-dedans. Un truc, là, si vous voulez savoir ce que font chacun, vous allez dans la barre grise en bas, à droite, puis là, vous avez 4 petits icônes. Vous avez Reset, le petit X. Vous avez un crochet Track View. Si je clique là-dessus, vous allez voir apparaître le nom de l'image qui est sélectionné. Mais vous avez aussi ensuite un petit dossier Browse Documentation. Si vous cliquez là-dessus, vous avez la documentation.
Ici, je viens en haut, ici, sur le petit carré vide, là, stick. En fait, je clique là-dessus parce que sinon, si je ne fais pas ça et que j'enlève ma souris, la documentation disparaît. Alors, je la ramène. OK. Je vais la coller. Et là, vous allez vous rendre compte que vous avez plein d'informations sur, ici, là, sur ce process-là. D'accord? Alors, on va fermer ça. Alors, moi, ce que je veux, c'est stretcher. Alors, j'ai plusieurs boutons. Celui qui m'intéresse, c'est le petit bouton radioactif ici, Auto Stretch. Alors, si je clique là-dessus, en m'assurant que je travaille bel et bien sur M31, parce que si j'enlève ça ici, puis que je clique là, par défaut, il va aller la chercher. Mais s'il y en a plusieurs, on ne sait pas trop quelle image qu'il va aller chercher. Alors, mon image est là. D'accord? Ici, alors là, les gens pourraient penser que je l'ai stretché. Alors, deux choses. Si je regarde l'histogramme n'a pas bougé. Il est exactement le même que tantôt lorsque je voyais rien. Et quand je déplace ma souris ici, j'ai encore 0.03 et des poussières. D'accord? Donc, on n'a pas modifié, on a simplement agi sur l'image pour en visualiser le contenu. Alors, je peux réduire ça aussi. On met ça là. Mettons comme ceci. Alors, cette image-là, ici, je peux la zoomer avec la roulette. D'accord? Là, on commence à voir le patron de la matrice de Bayer. C'est une image couleur, mais on la présente monochrome, c'est plus facile à visualiser. Si je prends la roulette dans l'autre sens, on peut réduire encore tant qu'on veut. D'accord? Mettons que je la réduis comme ça. Je peux ensuite aller du côté gauche en bas. Là, j'ai des petits icônes aussi. Il y en a un qui s'appelle Fit View, comme ça. Je peux grossir. Fit View. Je peux grossir encore. Fit View. Ou encore le suivant qui est Zoom to Fit. Un peu plus gros. Ça vous autres à décider. D'accord? Bon, ensuite, cette image-là, donc je peux jouer avec, je peux zoomer, dézoomer. Je peux aussi la nommer. OK, M31, tatati tatata, tout ça, là, c'est gros, là, c'est beaucoup trop gros. Alors, si je veux modifier le nom, là, je vais prendre le bouton. Bon, je peux aller ici. Je peux placer ma souris sur le signet à gauche, vertical. Bouton de droite, Identifier. Et là, je peux tout simplement écrire M31. Mettons que j'écris espace RGB. Okay, c'est une image RGB, on va le voir tantôt. Je clique. Là, j'ai un problème. Il y a une erreur dans la façon d'écrire. Bon, je veux absolument avoir un espace là, entre M31 et RGB. Puis avec PixInsight, le seul spacer, si on veut, c'est underscore. Et là, ça va fonctionner. D'accord? Alors, j'ai tout ce qu'il faut ici. Et là, je peux réduire mon image. Je peux faire un Iconize. C'est assez petit. D'accord? Si je veux l'ouvrir, je double-clique. Ou sinon, je peux faire un Shade. C'est plus gros. Personnellement, moi, je préfère Iconize. D'accord? Et on va mettre l'image ici en attendant. Jusque-là, vous me suivez? Parfait. Alors, on serait presque prêt à procéder à l'étape d'utiliser le script WBPP. Si j'ai oublié des choses, ben, éventuellement, on pourra aller les chercher. Il se peut que je fasse des erreurs volontaires aussi pour voir comment on peut se dépêtrer là, quand on s'accroche les pieds. OK. Alors donc, ce qu'on va faire, mais avant d'utiliser, ça c'est ce qui est très important, la première chose à faire avant d'ouvrir le script ou quoi que ce soit, c'est de vérifier la qualité de nos images. Et là, je vais utiliser un process qui s'appelle Blink. Et dans Blink, pour l'instant, le seul élément, la seule option qui est disponible, c'est Add Image Files. Alors, on va aller faire un tour encore une fois dans ma librairie ici, Documents, Formation, Archaïque 2022, Débutant,
data, version réduite, les data, et puis je vais sélectionner ces objets-là ici. OK, puis on va les ouvrir. Et voilà, donc il y a déjà un stretch qui est fait. D'accord. Bon, l'étape suivante, c'est de les regarder. Alors, pour les regarder, on peut se promener ici avec les flèches. Bon, on peut y aller avec comme un film d'animation ici, mais il faudrait peut-être qu'on augmente l'intervalle de temps entre les différentes... mettons que je mets... bon, mettons une demi-seconde. Puis là, je pourrais les passer en revue. OK, vous voyez que l'intensité change un petit peu. Probablement que mes conditions d'observation ont changé. Alors, si je ne veux pas avoir ce problème-là, parce qu'en fait, ce qu'il fait, là, c'est qu'il a fait le stretch, l'auto-stretch. Ici, le Screen Transfer Function, il l'a fait pour la première image, puis il a fait le même stretch pour toutes les autres images, ce qui n'est peut-être pas nécessairement adapté. Alors, en haut, ici, j'ai un autre icône ici qui me permet de faire un auto-stretch sur chaque image, indépendamment. Alors, on va faire ça ici. Ça va passer assez vite. Et là, je peux recommencer. Puis là, vous allez voir que ça se ressemble pas mal. Il n'y a pas beaucoup de changements. Il y a peut-être des images où il y a un petit peu moins. Hop, les dernières sont un petit peu plus brillantes. Parfait. Alors, on arrête ça là. On peut vérifier aussi les étoiles de la même façon. Alors, vous voyez ici, là, le petit carré, le rectangle vert, là, ça, c'est ce qu'on voit à l'écran. C'est mon zoom. Alors, je peux recommencer. Puis là, vous allez voir, évidemment, ce qui est très important aussi pour éventuellement pouvoir obtenir des images de qualité, le dithering. Entre chaque pause, on déplace le télescope. Ça semble bien. Il n'y a pas eu de déplacement erroné. Des fois, il y a un coup de vent, puis les étoiles sont dédoublées. Ça, on enlèverait ça. Donc, pour l'instant, tout est beau. En fait, ce que je viens de faire là, il faudrait le faire sur les 65 images de data que j'ai au complet. Les dark, les flat, les dark flat. Il faut tout vérifier. Parce que sinon, si on introduit des images de mauvaise qualité dans notre pré-traitement, dans notre calibration, on va obtenir une image finale qui va être dégradée. OK, il y a le fameux proverbe « garbage in, garbage out ». S'il y a de la chenoute à l'entrée, il va y avoir de la chenoute à la sortie. Voilà, alors ça me convient. Donc, je peux fermer ici le blink. Puis, j'en aurai probablement pas besoin plus que ça. Parfait. Alors, donc, ça ici, je peux le fermer. Alors, j'ai cliqué, attendez, ici, j'ai cliqué, en fait, je vais l'ouvrir, d'accord? Et je vais cliquer sur le X ici pour fermer. Pour l'instant, j'en ai pas besoin. Bon, évidemment, il y a un petit message qui me dit que j'ai modifié le nom. Alors, est-ce que je veux le sauver? Sinon, on va le perdre. Alors, est-ce que tu veux fermer la fenêtre de toute façon? Je dis oui, j'en ai pas besoin. Alors, donc, on va y aller avec le script. Batch Processing, Batch Pre-Processing. Ça prend quelques secondes. Et voilà. Alors, comme je vous le disais tantôt, on est dans le script WBPP version 2.4.3. C'est la toute dernière version qui a été mise à jour, je pense, le 18 mai dans la journée. Moi, je l'ai téléchargé le lendemain. Alors, ça, c'est comme ça que le logiciel ou que l'algorithme ou le script se présente quand vous l'ouvrez. OK, je l'ai étendu un petit peu plus là pour qu'on puisse voir tous les éléments pertinents. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, en fait, on a au départ, en haut, vous avez des signets, bias, dark, flat, light, calibration, c'est ça qui est actif ici, et post-calibration. Puis vous avez aussi des signets en bas qui, eux, vont nous servir à ajouter éventuellement des images dans le script. Ça va? Alors, par exemple, si je clique sur le signet bias, je vais avoir une fenêtre ici dans laquelle les bias vont apparaître, si j'en ai besoin. Puis j'ai une fenêtre au centre qui va me présenter ce qui va se passer sur les bias. En fait, la seule chose qui va être intéressante, ça va être de les combiner pour obtenir un master bias. Je vais avoir ici une fenêtre de dark avec une option ici, des options de combinaison puis de réjection, de nettoyage au besoin. Les flats, la même chose ici. Les light, là c'est plus complexe, il y a plus de choses qu'on va faire.
OK, vous vous rappelez, là, les lights. Bon, et on va commencer par les calibrer avec les Master Flat, Master Dark, Master Bias au besoin. Ensuite, on va évaluer, après la calibration, la qualité des images. C'est coché. Si on le décoche, il ne le fera pas. OK. Ensuite, on va aligner les images. On peut décocher. Normalement, on veut que ça se fasse. On va quand même décocher Drizzle Data parce que sinon, bon, c'est intéressant si on, par exemple, dans le cas de mon image à moi, les étoiles, si on les regarde de proche, elles sont plutôt carrées, là, et à cause de la bon, est-ce que c'est en tout cas, sous-évalué, sous-échantillonné ou pas, là. En fait, à 3.8, les étoiles vont avoir, vont avoir une forme un petit peu carrée. Alors, si je veux avoir des étoiles plus rondes, on peut faire un drizzle, sauf que ça va doubler la dimension de mon image. Doubler la largeur, doubler la hauteur. Donc, je vais passer à 8000 quelques et à 5600. Ça commence à être gros un peu. On n'a pas besoin de faire ça pour l'instant. Et puis ici, les paramètres, là, on les laisse tels quels. À date, là, on n'a pas besoin. Les valeurs par défaut sont parfaites. Ensuite, on va avoir ce qu'on appelle une normalisation locale, c'est-à-dire que il va y avoir aussi ici OK, ici, on évalue le poids des images, mais ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller plus loin. On va examiner la forme du gradient de pollution lumineuse, par exemple, pour chacune des images. Et on va essayer d'enlever. En fait, on va considérer. Notre logiciel ici va avoir trouvé une image la plus intéressante, avec le moins de gradient. Et ici, ce qui va arriver, c'est qu'on va comparer cette image-là à la première image. Et l'algorithme va évaluer la différence en termes de gradient de pollution entre l'image 1 et la référence. Puis il va enlever le surplus. Ce qui fait qu'à la fin, toutes les images vont avoir un gradient de pollution à peu près semblable, ce qui va être beaucoup plus simple quand on va vouloir l'enlever. Ça, c'est nouveau. Et ensuite, on va intégrer des images aussi. Alors, bon, ça devrait se faire sans problème, ça aussi. On verra tantôt s'il y a quelque chose à faire avec ça. Bon, ensuite, du côté droit, bon, grouping keywords, ça, j'ai peut-être pas... Bon, peut-être le laisser ou pas l'enlever, c'est pas nécessaire, ça, c'est plus complexe. Dans Global Options, si possible, oui, vous cochez tout. D'accord, c'est nécessaire. Entre autres, Save Frame Groups, là, qui normalement devrait fonctionner, à savoir que si vous insérez plein d'images ici, puis que vous sortez, bien, quand on va réouvrir le script, il devrait avoir tout gardé, mais il semble-t-il que ça ne fonctionne pas vraiment bien, mais je vais vous montrer une autre méthode pour que ça fonctionne bien. Le preset ici, là, c'est on configure WBPP pour le maximum de vitesse ou de qualité. Par défaut, utiliser la méthode maximale. Ça va prendre un peu plus de temps, mais au moins vous allez avoir l'image finale la meilleure qualité. OK, donc on est prêt éventuellement à aller chercher nos images. Bon. La méthode la plus simple. Mais la méthode la plus simple, ça va être d'y aller avec les icônes ou les signets qui sont en bas. Bon, premièrement, je vais avoir des dark. OK, on se rappelle là, quand on a des caméras CMOS, on n'a pas de bias parce que le bias d'une image, en fait un bias à 0 seconde ou presque, là, a une certaine signature électronique. Les images de, mettons, 180 secondes possèdent aussi une signature électronique qu'on pourrait appeler un bias, mais avec les CMOS, ce bias-là, qui est dans la signature électronique d'une image de 180 secondes, n'est pas nécessairement la même que le bias électronique ou la signature électronique d'une image de 0 seconde. Donc, si on prend l'image de 0 seconde et qu'on l'enlève, puis on se dit, bon, parfait, j'ai enlevé la signature électronique de mon image de 180 secondes, c'est pas sûr que ça va donner des bons résultats. Alors, c'est pour ça qu'on n'a pas de bias, mais on va avoir des dark. Alors, on va aller chercher les dark pour commencer. Mais quand vous faites ça, assurez-vous que vous allez vraiment chercher des dark. Parce que là, le logiciel, il se fie à vous. Il se dit, bon, ben lui, il va aller chercher des images. Il a cliqué sur le signet dark. Donc, ce qu'il va me donner, ou ce qu'il va chercher, ce sont des dark. Si vous vous trompez, on a un problème. Alors ici, moi, je vais dans ta version réduite. Puis là, j'ai des dark flat puis des dark. Alors, je peux commencer par les dark flat. Je vais les sélectionner. Puis, je vais les chercher. Ils sont ici, des dark de 3 secondes. On va aller chercher ensuite l'autre série de dark.
des darks de 180 secondes. Ici. Ouvrir. OK, donc j'ai deux séries de dark. Parfait. On va aller chercher des flats. Version réduite, des flats. 3 secondes. J'en ai quelques-uns, là. C'est pas complet, mais c'est pas grave. L'idée, c'est que vous puissiez voir. Donc, ici, la fenêtre de flat, c'est ouverte. 3 secondes. Des dark. 3 secondes. D'accord? Maintenant, il me reste les lights. Alors, version réduite toujours. Les data. Comme ceci. Et voilà, mes data sont là aussi. Puis la fenêtre est ouverte pour les lights. Si je vais dans... Alors, normalement, on a tout ce qu'il faut. Ça. Voilà. Alors, maintenant, on va ouvrir la fenêtre calibration juste pour s'assurer qu'on a tout, que tout est beau, que le logiciel va utiliser les différentes images correctement. D'accord? On a des choix à faire ici. Alors, il n'y a pas de bias, ce qui est normal. On a des dark de 180 secondes avec qui contient un bias. On a un crochet ici. Et là, vous voyez que quand je clique sur le dark de 180 secondes, la ligne ici de light de 180 secondes est devenue noire aussi. Elle est devenue plus foncée. Si je clique sur le dark de 3 secondes, c'est la ligne des flats qui devient plus foncée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les darks de 180 secondes sont associés aux light de 180 secondes et que les darks de 3 secondes sont associés aux flats de 3 secondes. Jusqu'à date, tout est beau. D'accord? Maintenant, je vais cliquer sur les flats. Là, il y a une nouvelle fenêtre qui est apparue. OK? Quand on clique ici, il n'y a rien. Mais quand on clique sur les flats, CFA Setting, là, c'est ouvert. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut lui dire qu'on a une image CFA. Ici, là, dans la colonne CFA Images, c'est écrit non. Mais c'est pas vrai, là. Okay, le logiciel n'a pas été capable d'identifier que c'était une image couleur. C'est à nous à lui dire. Donc, on coche CFA Images et on va cocher aussi Separate CFA Flat Scaling Factors. Ça va améliorer aussi la calibration du flat. Puis la calibration de mon image avec le flat. D'accord? Une dernière chose aussi. On peut dire Apply to all frames. Bon, il y en a juste une série ici, mais si vous êtes sûr, vous n'êtes pas sûr, bon. The operation will apply the same, do you want to proceed? Yes. Bon, c'est bien beau. Ensuite, ce qui m'intéresse, c'est le Show Calibration Diagram. Qu'est-ce que ça dit, ça? Ça dit que vous prenez un flat de 3 secondes, que vous allez lui enlever le Master Dark de 3 secondes. Donc, lui, ici, en vert, là, OK? Donc, le Master Dark Flat. Et vous allez obtenir un flat calibré de 3 secondes. C'est ça que vous voulez faire? C'est ça qu'il va faire. Parfait. Donc, on vérifie que les opérations vont être les bonnes. Alors, quand je clique ici, donc, quand je coche les flats, la ligne qui devient verte, c'est la ligne des dark de 3 secondes associée au flat de 3 secondes. Maintenant, on va cocher la ligne des light de 180 secondes. Puis là, il y a d'autres choses qui sont apparues. Bon, Output Pedestal Setting, on ne touche pas à ça. Correction, Cosmetic Correction. Bon, ça, c'est un outil, en fait, c'est un process qu'on va lui donner, qui va lui permettre d'identifier des pixels chauds qui doivent être enlevés. On ne veut pas que ça reste là, dans notre image. Mais ça, on aurait dû le faire avant. On ne l'a pas fait, mais c'est pas grave. On va le faire. On va retourner éventuellement le faire, puis on va revenir ensuite. D'accord? Ensuite, CFA Setting. Dans la colonne ici, c'est marqué non. En réalité, ça devrait être oui. On coche CFA Images. Maintenant, on a besoin de préciser le Mosaic Pattern. Alors, l'idéal, c'est de lui dire quelle est la matrice de Bayer. Dans mon cas, c'est un RGGB. Je lui dis. Bon, il se peut que ce soit écrit dans le Fits Header de mon image. J'aurais pu le vérifier tantôt. Je ne l'ai pas fait.
Mais si vous connaissez, sinon vous allez sur le site web, vous allez trouver de l'information sur votre caméra spécifique, puis dans la description des spécifications, là, vous allez trouver le type de matrice de Bayer. On regarde maintenant la calibration de ce qui va se faire, le diagramme. Alors, on a un light de 180 secondes. On va enlever le dark de 180 secondes, le master dark. On va ensuite utiliser le master flat qu'on a déjà calibré de 3 secondes. Et on va diviser le light, ça ici, là, par le master flat pour enlever par exemple le vignettage. Et on va trouver un light calibré. Puis ensuite, tous ces lights calibrés-là, on va travailler dessus pour la suite des opérations. On pourrait y revenir tantôt. C'est beau? Donc, pourquoi on ne prendrait pas quelques minutes pour aller ici régler le cas de la correction cosmétique? Là, il faut sauver. Alors, on a fait plein de choses. Là. Je ne voudrais pas être obligé de tout recommencer ça. Alors, je vais sauver mon script. OK? Pourquoi le sauver? Parce que, bon, mettons qu'on ne sait pas, on n'est pas habitué, là. Puis je sais que la correction cosmétique, c'est un process. Donc, je pourrais l'ouvrir éventuellement. Mais si j'essaie de l'ouvrir, le script dit non. Bon, le script, c'est une entité un petit peu bizarre, là, qui est très égoïste. Une fois qu'elle est ouverte, on ne peut pas faire autre chose que l'utiliser. Donc, je dois la sauver, quitte à la ramener après. Alors, pour la sauver, je vais complètement en bas à gauche. J'ai mon New Instance, le triangle bleu. J'enfonce le bouton de gauche et je drague. Puis là, vous avez une espèce de S qui ressemble à un Superman, là. Vous relâchez. Et là, vous avez un template qui contient toute l'information que j'ai inscrite dans mon script WBPP. Alors, je vais fermer le script parce que sinon, je ne suis pas pu avancer, là. Je ne peux pas aller plus loin encore. Donc, je vais fermer le script. Celui-là, ici, je vais le placer en réserve en haut à droite. Je peux même le nommer. Bouton de droite. Vous descendez tranquillement dans le menu Set Icon Identifier. Puis, je pourrais l'appeler WBPP underscore M31 underscore RGB, mettons. OK? Voilà, c'est fait. Alors là, maintenant, j'ai besoin de produire mon template Cosmetic Correction. Donc, je clique sur Process, All Processes. Cosmétique commence par un C. Et on arrive ici. Alors, bouton de gauche, on coche. Et mon process est ouvert. Bon, on ne va pas insérer les images à l'intérieur ici. Là. On pourrait le faire si on faisait le pré-traitement étape par étape. Ici, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est deux choses. Premièrement, spécifier qu'on a affaire à une image CFA. Ensuite, il y a trois façons de nettoyer l'image ou de réduire les éléments indésirables. Là. Je pourrais utiliser un Master Dark, mais j'en ai pas. Je pourrais aussi essayer d'éliminer des colonnes défectueuses, des colonnes noires ou des colonnes blanches, mais j'ai vérifié, j'en ai pas. Mais Use Auto Detect, ça c'est la méthode la plus efficace. Ici, je vais vous expliquer tantôt ce que ça veut dire. Là. On va cocher Hot Sigma, puis on va cocher Cold Sigma. Le Hot Sigma, je vais laisser 3. Le Cold Sigma, je vais mettre un 4. D'accord. Et on va sauver cet objet-là. Encore une fois, comment on fait pour le sauver? Je viens placer ma souris sur le New Instance. J'enfonce le bouton de gauche, je drague. Vous voyez un petit plus qui est apparu là? Quand je vois le petit plus, ça veut dire que je suis assez loin. Je relâche. Et là, je ferme le process. Et là, on va le nommer. Bouton de droite. Le nouveau menu. Set Icon Identifier. Puis là, je peux l'appeler Cosmetic Correction. Cosmetic Correct. Bon, on peut l'écrire au long. Vous écrivez ce que vous voulez. Ça répète CC aussi. C'est vous qui décidez. Le nom n'est pas important. Et là, je vais le placer en dessous. Bon, j'aime ça avoir de l'ordre là.
D'accord? Alors, je vais réouvrir mon script. Puis je vais compléter mon travail. Donc, pour ouvrir le script, bon, je pourrais faire double-clic dessus, mais ce que je vais faire, c'est plus simple. Le bouton de droite, vous allez descendre un peu et vous avez la troisième ligne, Execute in the Global Context. Vous cochez là-dessus, vous cliquez, bouton de gauche, et on attend que le script ouvre. Ça va prendre quelques secondes, et voilà. On va étirer un peu encore. On va le tasser un petit peu. Comme ça ici. Et le tour est joué. OK, vous vous rendez compte que bon, les darks sont là, les flats sont là, les lights sont là, la calibration est là, tout est là. OK, quand je coche ici, c'est bien beau. Le 3 va avec le 3. Ici, le 180 avec le 180. On a RGB. On n'a pas encore la correction cosmétique. On va régler ça. Donc, on vient dans la section Cosmetic Correction, Template. Pour l'instant, il n'y en a pas. Bon, ce qu'on voit, c'est None, mais si je clique sur la flèche pour aller chercher la liste de ce que j'ai, j'en ai un, Cosmetic Correction. Et le tour est joué. Vous avez un petit crochet ici, Cosmetic Correction qui apparaît. Donc, en principe, on est presque prêt à tout faire. La seule chose, par exemple, j'aurais peut-être pu le dire avant, mais c'est le temps ou jamais. Avec les darks, les flats, puis aussi les lights, on va le voir après, mais les darks puis les flats, au milieu, on a Image Integration. Puis pour les lights aussi, là, si on ouvre ici, Image Integration, on voit deux éléments. Combination, donc le type de combinaison, on a le choix. On peut faire average, donc la moyenne, la médiane, minimum, maximum. Quelle est la méthode la plus efficace, la meilleure méthode? Par défaut, c'est écrit average. Ça doit être bon, j'imagine, mais pourquoi qu'on ne vérifierait pas? Puis ensuite, l'algorithme de réjection. Il y en a plusieurs, là. Percentile clipping, Windsorize, Linear Fit, Generalize, Extreme, Studentize, Deviate, puis il y en a d'autres que je connais moins, là. Puis par défaut, c'est auto. Bon, la réjection, c'est quoi? D'accord? Alors, ce qu'on va faire, on va sauver à nouveau notre script. Je vais sortir de PixInsight. Je vais retourner dans mon PowerPoint, puis je vais vous expliquer un certain nombre de choses. Alors, je vais le sauver ici, parce que là, j'ai ajouté le Cosmetic Correction. Je vais fermer ceci. D'accord. Puis là, en fait, lui, je vais le renommer. En fait, non, il y a une chose qu'on va faire pour commencer. Le premier, là, il n'est pas complet, donc lui, je vais l'effacer. Bouton de droite, Delete. Puis ensuite, bouton de droite, Identify, encore une fois. OK, on va pratiquer. WBPP, M31. Qu'est-ce qu'on avait écrit tantôt? RGB. C'est beau. Puis là, je peux le replacer ici. Et voilà. Bon. Alors, je vais donc mettre ça en réserve ici. Je vais revenir dans mon PowerPoint en mode diaporama. Et puis, on va parler de l'intégration puis de la combinaison. Alors, avec des exemples, pour que ce soit le plus clair possible. Alors, on a vu qu'on avait plusieurs façons de combiner des images. Selon moi, les deux façons les plus intelligentes, c'est average et median. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on fait un et l'autre? Alors, supposons qu'on a ici, on a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 images. Je choisis un pixel, le même pixel sur les 6 images. J'évalue l'intensité. Dans ce cas-ci, c'est pas entre 0 et 1, mais c'est entre 0 et 2 à la 16, là, par exemple. Et je vois l'intensité qui est ici, 852, 75, 40, 27, 53, 204. Alors, la meilleure façon quand on combine les 6 images, c'est de faire la moyenne. La moyenne de ces deux-dessous, ça, c'est 879. D'accord? On peut faire la même chose pour tous les pixels, puis on obtient l'image average ici, avec un rapport signal-bruit d'à peu près 2.2, quelque chose comme ça. Mathématiquement, la moyenne, là, ça donne le meilleur rapport signal-bruit. Bon, là, évidemment, les images que vous avez ici là, sont des images idéales. Toute l'information qui est dans ces images-là est pertinente. Mais ce n'est pas la réalité, est plus complexe que ça.
dans les vraies images, il y a des pixels chauds, des pixels froids, des pixels défectueux qui saturent pour toutes sortes de raisons. Il y a des rayons cosmiques. Il y a des traces de satellites. Il peut y avoir des traces d'avions, des fois aussi. Il y a des colonnes défectueuses, des astéroïdes, etc. OK, tous des éléments qu'on appelle en anglais des outliers, des éléments qui sont indésirables. Alors, si par exemple, je considère encore mes 6 images, mais sur la sixième, cette fois-ci, j'ai une trace de satellite. Puis je choisis mon pixel sur la trace. Alors, les 5 premières valeurs d'intensité n'ont pas changé, mais celle de la trace n'est plus 904, mais 3831. Si je fais la moyenne de tout ça, je vais avoir 1739. Puis si je fais la moyenne de tous les pixels qui sont sur la trace, je vais avoir quelque chose comme 1700 aussi. Donc, je vais avoir une trace moins brillante que l'original, mais j'ai encore une trace. Mais moi, j'en veux pas de trace. Je veux m'en débarrasser. Alors, comment je vais faire ça? 2 façons. Une première façon, la médiane. Alors, si je prends les 6 valeurs qui sont ici, la médiane, c'est autour de 852, 853. Et si je fais la médiane partout, la trace de satellite va disparaître. Sauf que là, je perds en termes de rapport signal-bruit. Au lieu de 2.2, j'ai 1.8. OK, à peu près 85% de la valeur originale. Je pourrais faire ça. Personnellement, je l'ai fait longtemps, avant de connaître la notion de réjection. La réjection, ça va être une façon pour les algorithmes ou les outils d'identifier ces pixels-là comme étant des pixels indésirables et de les rejeter. Alors, quand nous, on voit visuellement une image comme ça, la trace du satellite, là, on la voit immédiatement. Le logiciel, lui, il voit pas visuellement l'image. Alors, il va falloir qu'on lui donne une méthode basée sur les mathématiques pour qu'il puisse identifier cette trace-là de satellite et ensuite la rejeter et obtenir un résultat qui est comme ça. Alors, c'est ce qu'on appelle le sigma clip. Alors, on clip, donc on enlève, basé sur la statistique sigma qui est la déviation standard ou l'écart type. Bon, pour que ça fonctionne, ça, il faut un minimum d'images, 5, 6 et plus. Et pour chaque catégorie ou chaque catégorie de nombre d'images, les gens qui ont développé PixInsight ont élaboré des stratégies statistiques mathématiques robustes qui vont fonctionner pour des petits groupes d'images, des groupes moyens, puis des grands groupes. Alors, un petit peu de statistique. Alors, prenons une image qui est ici, en fait, une série d'images qui ont été prises par Adam Bloch dans une de ses vidéos de CCD Stack. Alors, une de ces images, la 19e, il y a une trace de satellite. Je choisis un pixel sur la trace, le même pixel sur toutes les images, puis je mesure l'intensité. Et vous avez les valeurs ici, de 1711 à 2182.7. Si je fais la moyenne de tout ça, j'obtiens 1872.8. Mais je sais fort bien qu'il y a une de ces valeurs-là, probablement 2182, qui est à rejeter parce que c'est une trace de satellite, c'est pas le fond de ciel normal. Alors si je répartis des valeurs qui sont là dans des domaines, d'accord, des tranches de 20 ou 30 intensités ADU, je me rends compte que dans la première tranche ici, j'ai une valeur, ensuite j'en ai 2, 1, 4, 3, 2, 3, 1, 1, et finalement 1 plus loin. Alors, vous remarquez que, bon, évidemment, je n'ai pas énormément de valeurs, j'en ai une vingtaine ici. En fait, j'en ai 19, donc ici, j'en ai 18. Mais les 18 qui sont là se distribuent sous forme d'une espèce de cloche, ce qu'on appelle une distribution normale. Et une distribution normale en mathématiques, en statistique, ça possède certaines propriétés. La propriété importante, c'est l'étalement. OK, cette cloche-là ici, est-ce qu'elle est étalée beaucoup ou est-ce qu'elle est serrée? Et ça se calcule. L'étalement, on va le voir tantôt, on l'appelle l'écart type, représenté par sigma. Et les statistiques nous disent que si j'ai une distribution normale, ce qu'on va supposer, j'ai 34% deux fois, j'ai 68% des chances que en fait,
j'ai 68% des chances que les valeurs se trouvent à l'intérieur de plus ou moins un sigma. À plus ou moins 2 sigma, j'ai 96% des chances que les valeurs se retrouvent ici. En d'autres termes, si je considère plus ou moins 2 sigma, les valeurs qui sont à l'extérieur, si j'ai une valeur à l'extérieur, ben, elle a à peu près 4%, 4-5% des chances de ne pas faire partie de la distribution. À 3 sigma, une valeur qui est à l'extérieur de 3 sigma a environ 0,2% des chances de faire partie de la distribution. Alors, on va regarder ce qui se passe pour nous. Puis le calcul mathématique, si ça vous tente, c'est ça ici, là. Alors, on calcule l'écart entre chaque valeur et la moyenne. OK, on va avoir des valeurs négatives lorsque les valeurs sont plus petites que la moyenne, puis des valeurs positives lorsque les valeurs vont être plus grandes que la moyenne. On met ça au carré pour avoir juste des valeurs positives, on fait la somme, puis on divise par n, puis on prend la racine. Pour l'ordinateur, faire ce calcul-là, c'est rien, là, c'est facile. Alors évidemment, selon sigma, un sigma de 0,3, évidemment, que représente une distribution normale beaucoup plus étroite qu'une distribution avec un sigma de 1, par exemple. C'est beau? Bon. Alors ici, j'ai toutes mes valeurs, je calcule les résidus, xi moins mu, je mets ça au carré, je fais la somme de tout ça, je divise par, en fait, je divise par n, puis je prends la racine. Le sigma que j'obtiens, c'est 90,9. Bon, ça serait 91, mettons, grosso modo. Alors, quel est l'intervalle entre plus ou moins 1 sigma? Donc, c'est la moyenne qui est ici, là. Moins 90 plus 90. Donc, 1781,6 et 1963,8. Alors, qu'est-ce qu'on a comme valeur dans cet intervalle-là de plus ou moins 1 sigma? Bien, on se rend compte que le 1711 est trop petit, il est à l'extérieur, mais tout le reste est en dedans, sauf 2182. 2 sigma. Donc 181,9, 2 fois 90, l'intervalle 1690 et 2054. On a inséré maintenant le 1711, fait partie maintenant de l'intervalle. Alors ce qu'on a vu là, c'est que toutes les valeurs à l'intérieur de plus ou moins 2 sigma ont 96% des chances de faire partie de la distribution. Ont 96% des chances d'être des valeurs intéressantes, utiles. Je prends 3 sigma, 272,9, donc mon intervalle 1600, mettons, 1599,8 et 2145. 2182 est à l'extérieur de 3 sigma. Donc cette valeur-là de 2182 a 0,2% des chances de faire partie de la distribution et d'être utile. Mais on sait fort bien que c'est une trace de satellite, donc on va considérer que des valeurs d'intensité plus petites que la moyenne moins 3 sigma, donc plus petites que 1599 ou plus grandes que 2145, doivent être écartées. C'est comme ça que l'algorithme va être capable d'identifier des valeurs à rejeter. Alors, on reprend ici. Et voilà, vous voyez. On a la distribution ici. 3 sigma, c'est quelque part ici. Alors, 2182 est vraiment à l'extérieur. On va la rejeter. Maintenant, quels sont les algorithmes de réjection? Là, on a un critère de réjection, mais on fonctionne comment? Alors, il y a différents algorithmes ici. J'en ai plusieurs. Il y en a moins maintenant dans WBPP. Je pense qu'on a Percentile, Windsorize, Linear Fit, puis il y en a quelques autres qui sont rajoutés. Mon PowerPoint est un petit peu pas à date. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est, quels sont les domaines. OK, parce que dans l'algorithme, on a vu auto pour l'algorithme de réjection. Donc, le logiciel est capable de choisir l'algorithme qui est le plus pertinent en fonction du nombre d'images. Alors ça, c'était à l'époque. Maintenant, c'est ceci. Si on a autour de 6 valeurs ou un petit peu moins, c'est percentile clipping qui va être utilisé. Si c'est entre 6 et 15 à peu près, là, mettons grosso modo le 10, 12, 15, là, c'est Windsorize Sigma Clipping. On va vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Puis après ça, si c'est plus grand que 15, là, c'est le Generalized Extreme Studentize.
idéalement, là, je vous invite à faire au moins une vingtaine, 20-25 images. C'est cet outil-là qui va être utilisé et c'est probablement le meilleur à date. Alors, je vous présente un petit peu la logique. Ici, par exemple, là, imaginez que l'axe vertical, c'est l'intensité, l'axe horizontal, c'est les datas. Okay, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, etc. Alors, on les a placés par ordre d'intensité croissante. Alors, le premier ici a une intensité qui est plus faible que l'autre, etc. Ils sont tous là. On calcule la moyenne, plus ou moins 3 sigma. Alors, tout ce qui est à l'intérieur de plus ou moins 3 sigma, on le garde. Donc, c'est tous les points qui sont noirs et les points blancs sont rejetés parce qu'ils sont trop loin. OK, ça, c'est la méthode normale, le sigma clipping. D'accord? Ou le percentile, c'est la même chose. Il y a une variante de cette méthode-là ici qui est basée sur le fait que dans ce cas-ci, par exemple, on a l'impression que ça serait intéressant de faire passer une droite inclinée par les valeurs qui sont là. Donc, une moyenne croissante. Donc, ce qui fait que pour plus ou moins 3 sigma dans ce cas-là, ben, on peut garder plus de valeurs. Il y en a juste 2 qui sont à l'extérieur. Ça, c'est le linear fit clipping. Donc, évidemment, il faut avoir suffisamment de valeurs pour qu'on puisse mettre en évidence cette relation linéaire de croissance de la moyenne. Alors ici, on a une moyenne fixe, un chiffre. Ici, on a une équation mathématique pour la moyenne. D'accord? Alors, c'est ce qu'on présente ici. Dernière chose, Winsorize. Pour l'instant, c'est ce que j'ai comme information. Alors, imaginez que j'ai toutes ces valeurs-là ici d'intensité. D'accord? On calcule la moyenne, on calcule plus ou moins 3 sigma, puis on se rend compte que le 9 est trop petit, est plus petit que la moyenne moins 3 sigma. Et 31 et 33 sont rejetés aussi parce qu'ils sont plus grands que la moyenne plus 3 sigma. Donc, normalement, on devrait rejeter 3 valeurs, puis il nous en resterait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, plutôt que 15. Il y a des mathématiciens qui se sont dit, ouais, mais peut-être qu'on pourrait les garder, les 15. Ce qu'on peut faire, c'est, au lieu d'enlever le 9 qui est là, on va le remplacer par la plus petite valeur qu'on a conservée, 13. Et 31, 33, au lieu de les rejeter, on va les remplacer par la plus grande valeur qu'on a conservée, 25. Et ça donne éventuellement une méthode de réjection qui est passablement robuste. On nous dit ici que pour plus que 20 images, là, cet algorithme-là donne des résultats significativement meilleurs que le sigma clipping standard. Ça va? Alors ça, c'est la même chose ici. Ça, on n'a pas besoin de ça. Alors, on va arrêter le diaporama. Ici, puis on va revenir à notre PixInsight. Jusque-là, vous me suivez? Super. Alors, je vais donc ouvrir mon WBPP. Execute in the global context. Normalement, on devrait pas avoir perdu quoi que ce soit. Peut-être qu'on a perdu la cosmetic correction, mais il faut vérifier pour être bien certain. Non, on n'a rien perdu là. Le logiciel m'étonne toujours. Alors donc, tout est là. D'accord, les informations sont là. Alors, je reviens ici aussi. OK, alors, la méthode de combinaison average, c'est la meilleure méthode, mais à condition de faire un clipping, un sigma clipping, avec la méthode qui va être la plus efficace. Alors ici, on a quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a 10 valeurs, donc probablement qu'il va choisir soit percentile, ou probablement Winsorize, ou quelque chose comme Winsorize ou Linear Fit, mais c'est probablement Winsorize. Puis une chose qui est intéressante aussi, quand vous mettez votre souris ici, là, vous avez des bulles qui s'ouvrent et qui vous donnent de l'information. OK, donc la documentation de PixInsight est, mettons, minimale, mais si vous lisez ça, là, vous lisez l'anglais, évidemment, vous allez avoir de l'information sur la façon dont fonctionnent certains outils. D'accord, comme ici, la moyenne, le médiane, etc. Il vous explique tout ça. Alors donc, mettons que je choisirais Winsorize ici, là. Alors Winsorize va utiliser Sigma Low, Sigma High. Alors maintenant, vous savez ce que ça veut dire Sigma. Sigma, c'est l'écart type. Alors ce qu'on dit ici, c'est qu'une valeur qui va être située en deçà, qui va être plus petite que la moyenne moins 4 sigma.
va être rejeté. Et ici, ça c'est pour les pixels froids, les basses intensités, et pour les hautes intensités, les pixels chauds, toutes les valeurs, ou les traces de satellite aussi, ça peut être la même chose, toutes les valeurs qui vont être plus hautes que 3 sigma par rapport à la moyenne vont être rejetées. Bon, dans le cas d'un dark, je ne pense pas qu'il y ait de traces de satellite, là, parce qu'on a bouché, on a mis le couvercle sur le télescope. Les flats non plus, à moins de faire des sky flats, mais si vous faites des flats avec une plaque électroluminescente, il n'y a pas de problème. Si vous faites des sky flats, vous avez ici un outil supplémentaire qui permet de rejeter les traces de satellite. Pour l'instant, on n'en a pas besoin. D'accord, mais c'est la même chose pour qu'on a vu tantôt. Pour les lights, ben, si on va dans Intégration, Register, on a encore la même chose. Mais cette fois-ci, on va cocher High, Large Scale Pixel Rejection. Les traces de satellite, normalement, sont brillantes. Ce ne sont pas des traces sombres. Moyenne, Auto. Alors, on a une dizaine de valeurs ici. Et là, ça va fonctionner. Alors, dernière étape, on va cocher sur Diagnostic. On nous dit qu'il n'y a pas alors, il y a une erreur, là. On n'a pas spécifié de répertoire de sortie. Parce que le script, là, quand il va fonctionner, il va sauver des images dans des répertoires. Il faut évidemment qu'il y ait un espace attribué, d'accord, pour déposer les objets. C'est ça qui est important. On va le faire dans quelques instants. Bon, il n'y a pas de bias, on n'en veut pas. Il nous dit aussi, il vérifie si on a assez d'espace pour sauver les master dark, master flat, etc., là, les répertoires qu'il va créer. Ça, il ne le faisait pas avant. Ça, c'est nouveau. D'accord? Alors ici, on coche OK. On ne roule pas encore. On va donc aller dans Output Directory. D'accord. On va cocher. Débutant, on va aller ici. Puis on va créer un répertoire. Je vais l'appeler WBPP. Mettons test vidéo. Quelque chose comme ça. C'est beau. Alors on sélectionne le répertoire, le dossier. Et voilà. Donc, tout est là. C'est beau. Une chose que je n'ai pas dite aussi, peut-être que ça serait intéressant. Alors ça, je peux sortir ici. Bon, le Registration Reference Image, étant donné qu'il va faire le subframe weighting, là, on va le laisser travailler. Je pourrais y aller de façon manuelle. Là, ça serait moi qui devrais décider quelle est l'image de référence. Mais tant qu'à le faire travailler, je vais lui dire auto, fais son travail, puis vas-y. OK, donc ici, ça c'est beau. Post-calibration, tout simplement, c'est la combinaison de tout ça. Là, pour l'instant, on va faire un WBPP minimal pour vous montrer comment ça fonctionne. Alors, j'ai 12 images. No filter, c'est-à-dire c'est filter array, c'est couleur, RGB, 36 minutes. Une chose aussi qu'on peut dire, c'est que, OK, si on se rappelle les lights, là, on avait coché quoi? Subframe weighting, image registration, on a décoché le drizzle, local normalization, image integration. Alors, quand je vais ici, je vois ce qui est coché. Je peux pas agir ici, là. OK, je peux pas décocher. Mais si, par exemple, je décochais Local Normalization, dans le Post-Calibration, il serait décoché. Alors, vous avez un résumé de ce qu'il va faire. Alors, évidemment, moi, je veux le faire. Donc, ici, je coche. Et je reviens ici. Voilà, c'est réglé. D'accord, pour le débailleur, on ne touche à rien pour l'instant, là. Alors, ça, c'est beau. Alors, je vérifie mon diagnostic. Mon erreur est corrigée. Ça, c'est bien beau. OK. Donc, je vais faire ici Run. Il me remet l'information. Et là, ça commence. Puis là, ce qui est nouveau ici, là, c'est qu'il va me donner de l'information sur les différentes étapes. Là, il est en train de créer, là, de créer le Master Dark de 3 secondes, le Master Dark Flat. Puis, ça va s'afficher ça tant et aussi longtemps qu'il va y avoir des choses à faire. OK, là, c'est fait.
il est en train maintenant de faire le Master Dark de 180 secondes. Puis là, vous avez plein de choses ici qui vont se faire éventuellement. OK. Alors, ce que je vous propose, ça va être de faire une pause. Puis je vais revenir une fois que le script va avoir terminé son travail. Et éventuellement, on va pouvoir regarder le résultat. Alors, nous voici de retour. Alors, comme vous le voyez, toutes les opérations qu'on avait identifiées dans le processus de pré-traitement ont été faites. Ça a pris 18 minutes, 18 minutes, c'est ça, et 6 secondes. Ça, c'est fait. Alors, on a le temps pour chacun ici. Ce qui est le plus long, évidemment, c'est la normalisation. Là. Local Normalization, ça, c'est plus long. Puis, si vous regardez ici, là, on ne peut pas... Ah, il faut absolument sortir. En fait, moi, ce que je pourrais faire, par exemple, c'est me garder une trace de cette situation-là. Alors ici, avec Outils capture d'écran, je vais utiliser ça de temps en temps. Je vais tout simplement capturer ici. Ouais, ça serait bon, comme ça ici. Je vais l'appeler... On va le mettre dans PixInsight Document, Formation, Archaïque 2022. On était dans Débutant, on était dans W Test Vidéo. Et puis je vais l'insérer ici, puis on va regarder ensuite quel est le contenu de tout ça. Alors je vais l'appeler ici. Un petit instant, on va juste faire une petite place. Il veut pas. Bon, on va le tasser un petit peu plus comme ça. Alors je vais l'appeler WBPP Execution Monitor. Donc j'ai une trace de ce qui s'est passé. Voilà. Alors je vais fermer. On dit Done. Puis là, je vais apparaître un autre tableau. En fait, ça, ce que c'est une espèce de résumé très succinct de ce qui s'est passé. Donc, on a Master Dark Generation, les deux Master Dark. On a le Master Flat Generation. Alors, calibration, réjection et intégration. On a ensuite le Light Frames Calibration. N'est-ce pas? On n'a pas de bias, on a des dark et tout ce qu'il faut ici. Là. Ensuite, la correction cosmétique, le debayer, l'image, le weighting. Alors, la meilleure image est ici. On l'a. Ensuite, la post-calibration, l'image de référence, la registration, la réjection auto-select, ça a été percentile clipping à cause du nombre d'images, la normalisation, l'image de référence, etc. et l'intégration. Alors ça, on peut sauver ça ici. On va retourner dans notre document. Archaïque 2022. Débutant. On était dans WBPP Test Vidéo. Alors c'est Process Logger. Enregistré. Et Done. Alors quand on fait ça, maintenant c'est Pixel WBPP qui s'ouvre. Et là, ce qui va être intéressant de voir, c'est que maintenant, on va apparaître les Master Dark de 3 secondes et de 180 secondes. Ils sont identifiés par... ils sont en bold ici, là, en gras, et avec une étoile. On a aussi le Master Flat. D'accord. Le reste... Non, il n'y a rien d'intéressant en plus. Ici, il n'y a rien d'intéressant non plus. Post-calibration, ça c'est fait aussi. Alors donc, on va sauver ce WBPP-là, comme d'habitude, avec le New Instance. On va sortir d'ici. On va effacer le premier. Puis on va renommer celui-ci. Bouton de droite. Set Icon Identifier. Alors, WBPP M31 RGB. Bon, c'est RGB partiel, là, mais c'est pas grave. Donc,
Donc ça, c'est beau ici. Okay. Et là, ce qu'on va faire, on va aller voir quels sont les... c'est quoi l'information qui a été produite par WBPP. Alors, on va donc aller ici à CAIC 2022, débutant, WBPP, test vidéo, et voilà. Alors là, on a toute l'information de ce qui a été produite par le script. D'accord, sur les images qu'on avait. Alors, tout d'abord, la calibration. Il y a un répertoire calibration, un répertoire Cosmetize, un répertoire Debayered, un répertoire de log, un répertoire Registered, puis un répertoire Master. Là, ça, on a rajouté ça tantôt. Alors, dans le répertoire Calibrated, si je l'ouvre, j'ai un répertoire pour les flats. On a calibré les flats et on a calibré les lights. Donc, si je regarde les flats, vous voyez qu'à la suite, là, on a CC. Donc, on a C plutôt, excusez, C, pour calibrer. Même chose pour les lights. J'ouvre le répertoire, on a le numéro et C, calibré. D'accord. Ensuite, on a Cosmetized. On a un répertoire, il y a seulement les lights qui ont été cosmétisés. Et maintenant, on a C calibré, CC, Cosmetic, Corrected. C'est beau. On a ensuite Debayered. On ouvre les lights. Alors, on a un D maintenant. Donc, on a calibré C, CC, Cosmetic Correction, D, Debayered. Ils sont tous là. On revient ensuite. On a ensuite, Registered. On ouvre. Maintenant, on a R. Alors, ce qui m'intéresse, là, attendez, on va juste ouvrir ça un petit peu plus. Ce qui m'intéresse, ce sont les fichiers .xisf. OK, c'est la façon, c'est la terminologie ou la terminaison, là. C'est plus des fits, mais c'est un peu différent. C'est propre à PixInsight. On ne peut pas les ouvrir dans d'autres logiciels. Mais j'ai aussi le XNML, ça c'est le résultat, c'est de l'information qui est associée au Local Normalization. C'est un fichier qui est très petit, 31K. Les autres fichiers, c'est 137 MB. C'est gros. Et finalement, en fait, on pourrait dire aussi que le fichier log ici, c'est un fichier texte qu'on peut ouvrir. Donc, tout ce qu'on retrouve dans le process console est ici. Tout est là, toutes les étapes. C'est beaucoup plus complet que ce qu'on avait dans le process logger, là. Alors, ça, on peut le garder aussi. Et finalement, master. Alors là, j'ai un master dark de 3 secondes, master dark de 180 secondes, un master flat, et un master light. J'ai un autre master ici qui ne va pas vraiment nous intéresser. C'est celui-là? Un instant. Donc ici, on va y aller avec lui, 133 MB, peut-être plus que lui. En fait, on verra, on va les ouvrir tous les deux, puis on va les regarder. D'accord? Il y a des petites choses nouvelles là, qui apparaissent là, de temps en temps. Alors, donc on peut... là, on sait vraiment ce qui se passe là, quand on fait fonctionner WBPP. Voici la liste de tout ce qui est produit par WBPP. Ce qui m'intéresse évidemment, c'est le master qui est là. Alors, on va réduire ça ici. Et là, si je veux ouvrir les masters, je vais aller dans PixInsight débutant, WBPP vidéo, master. On pourrait regarder à quoi ressemblent aussi les master dark, master light et tout ça. Et je vais me contenter d'ouvrir les deux qui sont là. Puis on va regarder ce qui se passe. Bon. Alors, ce qui m'intéresse vraiment, c'est pas la référence ici, mais c'est probablement l'intégration tout simplement. C'est ça qui va m'intéresser. On peut quand même regarder à quoi ça ressemble. Bon, normalement, ce que je ferais ici, ça serait
Auto Stretch. D'accord. Mais là, Auto Stretch, bon, là, vous allez dire, ouais, mais là, Auto Stretch, j'ai maintenant une image couleur, mais qui est verte. Est-ce que c'est normal? Bon, en fait, compte tenu que la boîte ici, Link RGB Channels, est cochée, alors ça veut dire que les trois canaux, le rouge, le vert et le bleu, ont été stretchés également. Ce qui fait que c'est normal qu'on ait vert, parce que sur une matrice de Bayer, on a un pixel. Pour 4 pixels, on en a un rouge, un bleu, puis 2 verts. Alors, ce que je peux faire pour avoir une visualisation un petit peu plus réaliste, je vais désolidariser Unlink les RGB et je vais refaire un auto stretch. Et c'est ça que j'obtiens ici. D'accord. Alors ça, je peux la mettre de côté si je veux. On pourra la renommer. C'est très très long cette histoire-là. Là. Tandis qu'ici, ben là j'ai... comment est-ce qu'on appelle ça? On appelle ça la réjection des pixels les plus lumineux, la réjection des pixels les moins lumineux et l'intégration. Alors pour aller plus vite, là, au lieu de faire à chaque fois le auto stretch, si je fais CTRL A, c'est la même chose. Alors j'ai CTRL A ici, je vois que j'ai 2 traces de satellites qui ont été enlevées. Si on zoome un peu, on voit qu'il y a des pixels qui ont été enlevés aussi. Mais à la limite, ça ne m'intéresse pas, je vais le fermer. Je peux faire un CTRL A aussi sur l'image qui contient des réjections low. Il y a des pixels de couleur aussi, mais il n'y a pas grand-chose. Okay? C'est pas très très important, là. C'est pas grand-chose. Donc ça, je vais l'enlever aussi. Et je vais faire un CTRL A sur l'image qui est là. Ça, c'est l'intégration, en fait, tout le travail de pré-traitement et intégration sur une image de 12 fois 3 minutes, donc environ 36 minutes. Alors, ce que je voulais vous montrer, donc, c'était comment fonctionne WBPP. Alors, dans la prochaine vidéo où on va parler de traitement, le processing, je vais utiliser le résultat de WBPP, mais sur les 63 images de 180 secondes, et c'est celle-là qu'on va traiter. Alors, on va s'arrêter ici et on se revoit dans la prochaine vidéo sur le traitement.